Et bonjour à tous, ici Atchoum, bienvenue dans cet épisode numéro 10 d'Empire pas ton puzzle. Et alors, avant de commencer l'épisode, j'aimerais faire une petite parenthèse, donc c'est l'épisode numéro 10. En réalité, je suis super content d'avoir pu faire 10 épisodes et d'avoir vu un peu grandir ma chaîne. Alors, ma chaîne est encore microscopique, hein, j'en ai conscience. Mais en tout cas, je suis très content, voilà, juste un petit message pour vous dire que je suis très content de voir que des gens s'abonnent assez régulièrement, que des gens me laissent des commentaires, et vraiment merci à tous du soutien, et en tout cas, je suis content que mon contenu puisse plaire à quelques personnes. Donc voilà, simplement une petite parenthèse pour vous remercier très chaleureusement de ça. Alors, ce que je vous propose dans cet épisode maintenant, c'est de laisser un petit peu entre parenthèses tout ce qu'on a dit sur les frappes titans. On aura l'occasion de refaire des épisodes sur les frappes titans et des analyses de frappes. Mais là, j'aimerais m'attaquer à une autre partie du jeu qui est assez intéressante, c'est les raids. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit épisode sur les raids offensifs qui va détailler un petit peu chaque stratégie de raid et l'avis que j'ai dessus. Donc tout de suite, hein, je mets des petites pincettes, c'est mon avis. Donc vous faites ce que vous voulez avec vos raids. Si votre manière est différente de la mienne, mais qu'elle marche, tant mieux pour vous. Voilà, moi ce que je vous dis, c'est utiliser les stratégies de raid avec lesquelles vous êtes le plus confortable, le plus à l'aise. Ça c'est important. Après, moi ce que je vais vous dire, c'est partager un petit peu l'expérience que j'ai pu avoir sur les raids et les conclusions que j'en ai tirées sur quelles stratégies sont plus ou moins efficaces. Donc pour ça, on va prendre une petite équipe comme ça, raid, et on va commencer par une stratégie qui est pour moi la plus, entre guillemets, celle qui fait peut-être le plus sens dans le jeu quand on débute, parce qu'on voit qu'il y a plein de couleurs, on voit qu'il y a un code couleur, on voit que ça a l'air d'être intéressant de monter différents héros de différentes couleurs, et du coup on se dit pourquoi ne pas attaquer simplement avec une équipe multicolore, avec toutes les couleurs représentées, donc ce que je vais appeler une équipe arc-en-ciel, et ce qui s'appelle par beaucoup de joueurs une équipe arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce qui est bien avec l'équipe arc-en-ciel? L'équipe arc-en-ciel, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre vos meilleurs héros normalement, vu que pour votre défense de raid, vous allez essayer d'évoluer un héros par couleur. Nécessairement, quand vous allez utiliser une équipe arc-en-ciel, vous allez pouvoir mettre vos meilleurs héros. Donc là, par exemple, c'est le cas, hein. Moi, mon meilleur héros en jaune, c'est Vivica. Voilà, je vous fais pas le topo. Ouais. Là, à la limite, Thorn, je pourrais le remplacer par Isarnia et Marjana par Aslar. C'est un peu, pour moi, ils sont à peu près à la même utilité. Et surtout que là, j'ai un bon combo. Mais bon, donc ça, c'est l'avantage. L'avantage de l'équipe arc-en-ciel, vous mettez vos meilleurs héros et vos meilleures troupes. C'est-à-dire que vu que en général on monte principalement une troupe par couleur, on va finalement se retrouver avec la meilleure troupe et du coup en clair la meilleure puissance d'équipe possible. Mais pour moi cette stratégie d'attaque n'est pas efficace. Pourquoi? Euh, Là je vais vous poser une question simple, hein. Qu'est-ce qui différencie l'attaque de la défense en raid? La défense, elle subit, elle n'est pas jouée par un vrai joueur, c'est une intelligence artificielle. Et donc du coup, l'avantage qu'a l'attaque sur la défense, c'est que l'attaque peut s'adapter à la défense. Donc c'est quand même un gros avantage de pouvoir voir avant, tiens, je vais tomber contre lui, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais pouvoir adapter les héros que je mets en fonction de la défense adverse. Et pour moi, en fait, une équipe arc-en-ciel, ça fait pas du tout ça, en fait. Une équipe arc-en-ciel, c'est genre, je mets mes meilleurs héros et puis je vois bien ce qui se passe. Si dans l'équipe en face, il y a des héros moins forts, théoriquement, je suis censé gagner. Mais bon, même avec ça, je trouve que c'est pas forcément évident. Je vais simplement, euh, en termes de mana, vous résumer un petit peu ce qui va se passer avec une équipe arc-en-ciel. Alors en plus, bon là j'ai un cas particulier d'équipe arc-en-ciel qui va être pas très efficace, parce que là, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai un héros lent, là j'ai un héros lent, là j'ai un héros lent.
et ici j'ai un héros lent. Là, j'ai un héros rapide. Un héros lent, c'est quoi? Un héros lent, c'est 12 tuiles de chargement. Donc ça veut dire que si je veux faire une fois dans mon raid tous les pouvoirs, je vais avoir besoin de 12 tuiles vertes, 12 tuiles rouges, 12 tuiles bleues, alors 8 tuiles violettes parce que ça va être parce que certains est rapide, donc c'est 8 tuiles, et 12 tuiles jaunes. Ça fait quand même un sacré nombre de tuiles à craquer, et surtout il faut que ça arrive, il faut pas non plus que j'ai un excès d'un côté, enfin après si je fais 2 fois le pouvoir ça monte à 24 pour les lents, mais bon même si je mettais Marjana ici, c'est quand même un sacré gros nombre de tuiles à craquer. Donc c'est pour ça pour moi que la team arc-en-ciel, une team arc-en-ciel est pas très efficace. Déjà rien qu'en niveau de chargement de mana. Deuxième inconvénient, c'est que vos dégâts de tuiles en arc-en-ciel ils vont être absolument inexistants. Mais vraiment, vous allez craquer des tuiles, il va falloir, je sais pas combien, hein, mais peut-être à peu près pareil, 12 tuiles, il va falloir 12 tuiles d'une couleur pour descendre un héros, quoi. Donc voilà. Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est non. Pour moi, c'est un manque d'analyse. Mais voilà, je comprends qu'il y ait des joueurs qui se sentent rassurés d'utiliser des arcs-en-ciel parce qu'ils ont leur meilleur héros. Ensuite, un cran au-dessus, on va dire. Imaginons qu'en face, il y a un tank de couleur jaune. Bah, pourquoi pas mettre... Alors attendez, je vais essayer quand même de ne pas mettre n'importe quoi. Je suis avec, pardon. Voilà. En face, il y a un tank jaune. Bah, je mets 2 héros violets. Pourquoi? Dans votre puzzle, il y a 7 colonnes. Je vais peut-être simplement lancer un raid. Bon, ouais, ça va être trop long si je lance des raids. Donc je vais continuer à parler de manière très théorique comme ça. Il y a 7 colonnes et il y en a 3 qui arrivent sur le tank. Donc statistiquement, ça veut dire que nécessairement, le tank va prendre statistiquement plus de tuiles que ceux qui sont ce que j'appelle le flank. Donc le flank, c'est ceux qui sont directement en deuxième et quatrième position, donc juste à côté du tank, et à l'arrière, donc sur les côtés. Donc le tank, c'est celui qui va absorber le plus grand nombre de tuiles. Donc on a intérêt, quand il y a un tank d'une couleur particulière, de mettre des héros de la couleur opposée, simplement pour... vu qu'il y a plus de chances globalement qu'il y ait des tuiles devant, il y aura forcément beaucoup plus de chances qu'il y ait des tuiles de la couleur que vous aurez mis devant, et donc vos dégâts de tuiles vont être plus importants, donc vous aurez peut-être plus de chances de gagner le raid. Bon, pour moi c'est pas assez. Cette stratégie que j'appellerais du 2-1-1-1, elle n'est pas suffisante. Tout simplement parce que on est encore sur des dégâts de tuiles assez faibles, même si ça commence à ressembler à quelque chose en violet. Mais bon, les 3 autres couleurs au final vont être, ça va pareil, ça va être réparti assez aléatoirement. Et là, pour charger mes 5 pouvoirs, alors certes, j'ai besoin de plus que de 8 tuiles violettes. Par contre, ça n'a rien changé en fait au niveau vert, rouge, bleu. Donc pour moi, c'est pas satisfaisant. Donc ce que je peux me dire, c'est d'aller en 2, 2, 1. Donc par exemple, imaginons j'ai un tank jaune en face et un flank de la couleur verte. Bah du coup, j'enlève Isarnia et j'ajoute Azlar. Donc là, j'ai 2 couleurs dans lesquelles les dégâts de tuiles sont pas trop dégueux. Je commence à diminuer le nombre de tuiles dont j'ai besoin vraiment pour charger mes pouvoirs. Et bon, j'ai la mère Noël. Alors, si vous utilisez une stratégie 2-2-1, ce que je vous conseille, c'est de mettre un soigneur dans la couleur 1. Ça veut dire que, vu que c'est une couleur dans laquelle vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts de tuiles, si vous avez une absence partielle ou totale des 2 autres couleurs que vous avez mises dans lesquelles vous êtes censé faire des dégâts, au moins vous allez pouvoir vous rabattre sur cette couleur-là, qui va, qui va vous permettre de survivre et d'attendre assez de temps pour charger en fait vos pouvoirs offensifs.
Donc voilà, si vous faites un 2-2-1, je vous conseille de mettre le soigneur dans le 1 et pas dans l'un des deux, entre guillemets. Voilà, mais bon, ça, vous allez comprendre que pour moi, c'est pas encore assez. C'est pas encore assez, je trouve que c'est pas assez efficace. Vous avez encore 3 couleurs, et 3 couleurs, c'est beaucoup de tuiles à craquer pour les charger. Donc vient ensuite le 3-2. Donc là, on est toujours sur un tank jaune. Donc je vous conseille quand même de mettre un soigneur quelque part. Alors, dans le 3-2, j'ai pas encore vraiment su ce qui était le plus efficace entre mettre le soigneur dans le 3 ou le mettre dans le 2. Je pense que c'est mieux de le mettre dans le 3, qui va augmenter vos dégâts de tuiles. Donc ça va augmenter vos dégâts de tuiles, quoi qu'il en soit. Mais le mettre dans le 2, ça fait que si vous avez que la couleur de votre 2, donc là ici du rouge, si vous mettez un soigneur, ben, quand vous allez charger vos pouvoirs en rouge, ça va pas faire un effet énorme. Donc voilà. Après, je pense honnêtement que les deux sont possibles. Les deux ont des intérêts et des inconvénients. Je les ai pas encore totalement déterminés, donc je n'ai pas envie de vous dire des âneries. Mais bon, 3-2 pour moi, c'est vraiment une stratégie qui est safe. On se sent bien en 3-2, c'est-à-dire qu'on a des dégâts de tuiles qui commencent à être sympas, surtout sur le 3. On a des chargements de pouvoir qui sont assez rapides, donc si on a un bon puzzle avec pas mal des deux couleurs, le raid va être torché, et vous allez gagner assez facilement. Euh, bon, dans le cas contraire, vous avez quand même deux couleurs sur lesquelles vous reposez, donc vous n'êtes pas totalement à poil. Moi j'avoue que le 3-2, je l'utilise encore beaucoup. Euh, je l'utilise beaucoup. Voilà, je vais simplement faire ça. Là par exemple, un 3-2, ça pourrait être adapté. Euh, Mettre 3 bleus et 3 bleus, 2 violets, ou même 3 violets parce qu'il y a 2 jaunes et 2 bleus. Donc là, ça peut être une bonne solution. Et pourquoi là, je dis que dans cette situation, je peux me le permettre, c'est qu'en face, il y a des héros lents. Donc ça, Elena, c'est lent, Vivica, c'est lent, Inari, c'est moyen, je crois. Ouais. Et Richard, c'est moyen. Donc là, cette défense n'est pas très rapide. Donc je vais largement avoir le temps de développer mon jeu avec avec une équipe en 3-2. On revient sur notre équipe. Si on veut aller plus loin, alors moi il y a dans l'idée de se dire j'aimerais bien mettre j'ai un héros qui est beaucoup plus fort que les autres dans mon deck et j'aimerais bien le mettre à chaque fois. Mais par contre, j'ai envie d'avoir des dégâts de tuiles. Bon, on peut imaginer par exemple. Alors bon, je mets mon chat qui est pas up, hein, mais on peut imaginer ce genre de stratégie, qui est du 4-1. Donc vous allez absolument faire aucun dégât de tuiles en vert. Vous allez faire des dégâts qui commencent à être vraiment très conséquents en violet. Et là, ce que je conseille, c'est que si vous faites du 4-1, vous mettez un soigneur dans le 1. Parce que c'est la même logique que tout à l'heure en 2-2-1. Soit vous avez du violet et le raid il est plié en 2-2. Soit si vous avez du vert, le vert va vous permettre de survivre plus longtemps pour vous permettre d'avoir du violet. Donc là, vous allez pouvoir vous mettez un soigneur en vert. Alors bon, là j'ai mis un soigneur qui est lent, donc ça va quand même mettre pas mal de temps. Il faut avoir quand même pas mal de tuiles vertes pour le charger. Mais même ça marche avec un Boltusk, ce genre de choses. Donc ça, c'est une stratégie que, alors moi j'ai utilisé pendant longtemps. Maintenant je l'utilise plus. Ce qui me dérange, c'est qu'on est en fait dans une sorte d'intermédiaire entre le 3-2 qui m'a l'air assez safe et le monochrome qu'on va voir juste après, qui pour moi garantit les dégâts de tuiles les plus forts. Et, euh, et du coup, bah, dans un 4-1, il nous faut à peu près, par exemple dans la couleur forte, là, si j'ai une Guenièvre en face, avec cette équipe-là, il va me falloir peut-être 5 tuiles pour tuer Guenièvre. Peut-être 4 si je fais un critique, parce que j'ai des troupes qui font des critiques. J'ai deux troupes ouais, qui font des critiques. Donc bon, Guenièvre, là, il faut. Oui, bon, je vais avoir 4 tuiles, peut-être 4 tuiles et demie ou 5 tuiles.
Donc voilà, alors que si je suis en mono violet, dans ce cas-là, attention, je mets quand même un soigneur, hein, je suis pas complètement arraché au sol pour avoir l'idée de partir dans un raid sans soigneur. Euh, voilà, ça c'est un monochrome. Alors bon, là j'ai mis Sabina, hein, je peux mettre Rigard qui est quand même un peu plus intéressant. Euh, et là c'est simple, hein. Le mono, si vous avez le puzzle, si vous avez un bon puzzle, bah, c'est la victoire instantanée. Si vous n'avez pas le puzzle, ça dépend des héros que vous avez mis. Mais là, par exemple, avec cette équipe, bah, j'ai quand même deux héros qui sont assez robustes, hein, mes deux Sartana. Améona, le problème, c'est que bah, si elle prend un pouvoir avant qu'elle ait le sien, elle meurt. Proté, c'est un peu pareil. Donc bon, là, c'est pas forcément ultra solide, mais par contre, en termes de dégâts de tuiles, c'est vraiment correct. Donc, à quoi ça sert le mono? Le mono, ça vous sert à... Enfin, pour moi, il y a vraiment deux principaux avantages. Le premier, c'est vos dégâts de tuiles. Pour moi, j'appelle ça la stratégie du sixième héros. Tellement vos tuiles font mal, elles ont presque la valeur d'un héros. Vous pouvez vous permettre... Enfin, vous êtes en mono violet, il y a un Aslar en face, donc il y a un personnage rouge qui va pas être dans la couleur forte pour vous. Ah, vous lui mettez 5 tuiles dans la gueule, il dégage. C'est super puissant. Donc, et statistiquement, vous avez la possibilité de mettre 5 tuiles à un Haslar avant qu'il fasse son pouvoir. Lui, il va se charger en 12 tuiles, moins le nombre de tours avant que vous le frappiez. Et vous, deux rangées de 3 tuiles, ça peut arriver assez vite, hein. Ou alors une rangée de 3 et puis deux en horizontal qui vont vous permettre après de le faire. Enfin, de le tuer. Donc voilà, le mono, c'est bien pour ça, et surtout aussi, ça permet de vous charger tous vos héros d'un coup. C'est-à-dire que là, je charge mes héros en 10 tuiles, parce que j'ai que des moyens et de rapides. Donc en 10 tuiles, j'ai tous mes pouvoirs, et c'est intéressant dans ce jeu de combiner vos pouvoirs. Alors bon, là, par exemple, j'aurais pu mettre à la place de Proté un Tiburtus, ça aurait été encore plus intéressant pour combiner les pouvoirs. Après bon, j'adore Proté, donc c'est vraiment un compromis à faire, hein. Faut voir, faut analyser aussi la team qui est en face pour voir si vous pouvez vous permettre ou pas certaines choses. Là, Tiburtus, il va réduire la défense. Derrière, Sartana, la première, elle va faire un one-shot sur une des personnes qui a plus de défense. Et la deuxième Sartana, un autre one-shot sur une deuxième cible dont la défense est réduite. Donc, en un chargement de pouvoir, d'un coup, vous vous retrouvez avec deux héros en moins en face. Potentiellement 3 en plus, si le fait d'avoir augmenté votre mana, ça a tué sur le chemin un héros avec vos dégâts de tuiles. Donc voilà. En termes de aussi de chargement et de chargement de la défense adverse. Pour moi, le mono, je l'utilise principalement quand je vois qu'en face, il y a des héros qui sont très rapides, donc bon, enfin rapides ou très rapides. Il y en a beaucoup, et par exemple, quand il y a des personnages comme Guenièvre qui très rapidement vont vous sucer votre mana, et du coup, bah, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez perdre votre mana tour par tour, et vous allez être en PLS pendant tout le raid. Le mono, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que, bah, statistiquement, si vous obtenez la rangée de tuiles dans la couleur que vous avez mise sur une Guenièvre, bah, elle va très vite tomber. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est assez puissant quand même. C'est pas quelque chose à négliger. Et j'adore utiliser le mono en guerre. Parce qu'en guerre, non seulement vous allez prendre la rapidité potentielle des héros en face, ou même s'ils sont lents, vous allez prendre tous les je sais plus combien de tours le l'aide comment ça s'appelle, l'aide de terrain, donc qui peut être le soin, qui peut être les flèches, qui peut être l'augmentation des dégâts. Et là, pour moi, c'est simple. La logique, elle est simple. Soit vous arrivez à coucher le raid, soit si vous le jouez dans la longueur, la défense a un avantage par rapport à vous. Donc c'est pour ça qu'en guerre, je ne raid qu'en mono, parce que vous devez être rapide et efficace. Et voilà. Donc moi, bon, c'est un conseil. Après,
encore une fois, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec le mono c'est beaucoup de gestion du puzzle, hein. C'est pas parce que vous, d'ailleurs, c'est pas parce que vous êtes en mono et que vous ne jouez que des héros violets que vous devez oublier les autres couleurs. Regardez votre puzzle, regardez s'il y a des diamants à faire, ce genre de choses. Les diamants peuvent vous conduire à des combos dans votre couleur, et là, du coup, les dégâts vont être très conséquents. Donc, faut pas non plus oublier les autres couleurs. Faut faire très attention, par contre, au nombre de tuiles que vous allez mettre sur les adversaires, qui vont du coup pouvoir bah, le but c'est quand même que les adversaires fassent le moins de leur pouvoir possible. Donc, voilà. Voilà, donc on a à peu près fait le tour. Il y a aussi le 3-1-1, mais bon, vous avez compris après, avec ce que j'ai dit sur le 2-2-1, etc., que je trouve que ça va être une stratégie qui peut être intéressante, mais qui est sous-optimale pour moi. Donc, voilà, ça c'était vraiment un premier épisode, il va s'achever, hein. C'était un premier épisode sur les différentes stratégies de raid. Ce que je vais très vite vous proposer, hein, j'espère dans la semaine, mais bon, je ne peux pas vraiment prévoir en ce moment la fréquence à laquelle je vais pouvoir faire les vidéos. Mais ce que je vais très vite vous proposer, c'est simplement d'aller en raid, d'analyser les défenses ennemies et de construire une équipe en fonction de la défense, donc, et d'expliquer du coup bah, ce genre de choses, la stratégie que j'utilise et pourquoi. Donc ça va arriver très vite dans les épisodes. Et probablement, donc il y aura un événement jeudi, je crois que c'est les pirates. Je vais faire une petite vidéo comme d'habitude, de bonus de présentation des héros pirates, voir ceux qui sont intéressants à voir, intéressants à up, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de donner de la visibilité à ma vidéo. Si ça vous a plu, écrire un commentaire si vous êtes absolument pas d'accord ou totalement d'accord, ou alors que vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt sur Empire Patton Puzzle. Allez, ciao!